Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives, profondes et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie, littéralement, enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordoux et j'ai l'honneur d'accompagner les familles dans leur cheminement autour de la naissance en tant que doula. Ce podcast est né durant ma dernière grossesse, alors que je cherchais à me nourrir de récits inspirants. J'ai commencé par des lives sur Instagram, et aujourd'hui, je vous propose ici ces échanges intimes, authentiques et riches d'enseignements. Mon rôle, tenir l'espace pendant que mes invités viennent se raconter. Parce que seules les personnes qui enfantent savent ce qui est juste pour elles. Venez découvrir leurs aventures qui ouvrent le champ des possibles. Vous êtes prêtes et prêts ? Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces vagues d'ocytocine. Bienvenue, Célia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Comme ce que j'aurais écrit en description, aujourd'hui, j'ai la chance de te recevoir pour un épisode bonus, puisqu'habituellement, ce podcast reçoit des récits de naissance positifs et empuissants. Et là, j'avais très envie de mettre en lumière ton travail. Donc, est-ce que tu serais d'accord de commencer par te présenter avec tes mots ? Oui, bien sûr. Mais du coup, je suis Célia. Je suis doula depuis 2019. J'ai 2 enfants. J'habite en région parisienne. Je suis également éducatrice de jeunes enfants et travailleuse sociale. Et depuis quelques années, je m'intéresse du coup aux traditions ancestrales de la naissance en Europe. Je te vais dire comme ça rapidement. Ce qui me passionne en fait dans tous tes travaux de recherche, de ce que tu peux partager un peu sur ton Instagram, c'est vraiment le fait que tu retrouves en fait des traditions ancestrales que personnellement je n'avais jamais entendu parler avant de découvrir ton compte. Effectivement, moi j'ai connu les soins à la personne via la médecine traditionnelle ayurvédique. Là en ce moment on entend aussi beaucoup parler pour le soin du postpartum du riboso. Mais il existe des choses qui étaient faites depuis des siècles et des siècles en Europe. Est-ce que tu aimerais, je ne sais pas comment tu aimerais commencer, si tu as un fil conducteur ou en tout cas de venir remettre le savoir ancestral de ce que l'on peut offrir aux nouvelles accouchées. Mais oui, c'est vrai que ces traditions, elles ont disparu finalement assez récemment, mais on a l'impression que c'est depuis toujours en fait. Mais comment dire, la mémoire humaine est très courte. Qui se souvient de ses arrière-grands-parents? Voilà, parfois, on sait à peu près le prénom des personnes, mais ça va très vite. En quelques générations, les choses peuvent se perdre. Voilà, en tout cas, en l'occurrence, en Occident, en France, il y a eu des pratiques traditionnelles autour de la naissance jusque dans les années 60-70. Et en fait, ça s'est arrêté quand la naissance a été médicalisée et que la plupart des femmes sont allées accoucher en maternité. C'est là vraiment que ces traditions, elles se sont oubliées en fait. Donc c'est finalement pas très vieux. Et justement, ça a été quoi pourquoi les personnes ont commencé à se diriger vers la maternité et pourquoi pas avant? Ben, c'est une très bonne question. Mais c'est parce qu'avant, on n'avait pas vraiment les moyens techniques pour que ce soit salubre d'aller accoucher en maternité. En fait, c'est vraiment finalement avec les pratiques hygiénistes, les découvertes de Pasteur sur l'asepsie et puis aussi ensuite l'arrivée des antibiotiques, qui est assez récente, c'est les années 40-50.
que ça va devenir salubre d'aller accoucher en maternité avec un personnel qui s'occupe de beaucoup de personnes en même temps. Avant, il y avait ce qu'on appelait la fièvre noire des femmes, c'est-à-dire des infections puerpérales, parce que ben, toutes ces notions d'hygiène qui nous paraissent évidentes n'étaient pas encore découvertes et que du coup, eh bien, les soignants, les médecins allaient faire des autopsies avant d'aller toucher le vagin des femmes. Et du coup, eh ben, elles tombaient très malades. Et puis parfois, c'était un service entier qui mourait en quelques semaines. Donc c'était réservé aux personnes indigentes, aux personnes qui n'avaient pas d'autre solution, qui ne pouvaient pas accoucher dans leur maison parce qu'elles n'avaient pas de famille, parce que c'était une naissance illégitime qu'il fallait cacher. Donc voilà, c'était réservé aux personnes marginales. Et donc il y a eu cette révolution hygiéniste. Et est-ce que socialement parlant, ce que moi de ce que j'ai compris, c'est il y a eu vraiment un venez à l'hôpital, vous allez être reçu comme à l'hôtel. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que bah, c'était le cas, c'était le cas. Euh, voilà, c'était 8 jours pris en charge par la sécurité sociale. Euh, Au départ, c'était un petit peu plus long, hein. Maintenant, c'est un peu plus court, maintenant qu'on a un problème. Mais pris en charge par la sécurité sociale, où personne n'a rien à organiser. Et où finalement, c'est vrai que ça soulageait les familles. Néanmoins, et puis c'était gratuit. C'est aussi ça qui est vraiment important de comprendre, c'est la gratuité. Parce que même si c'était aussi possible d'accoucher chez soi, exactement comme aujourd'hui, il fallait avancer l'argent. Et par exemple, dans ma famille, ma mère est la première à être née à l'hôpital. Son frère et sa sœur qui sont nés avant elle sont nés à domicile. Et mes grands-parents ont fait ce choix parce que c'était gratuit d'aller accoucher à l'hôpital. Et pas parce que ma grand-mère était pas satisfaite de, de sa sage-femme ou de sa famille ou d'accoucher chez elle. C'était vraiment cette idée que bah ils n'avaient pas beaucoup de sous, c'était des gens assez pauvres, hein, et du coup ça les a soulagés financièrement. Donc c'est aussi ça qui a attiré les gens. Mais ça n'a pas été globalement une demande des femmes d'aller accoucher en structure hospitalière. C'est quelque chose qui s'est fait par le haut. D'ailleurs, en fait, il n'y a rien dans comment dire, dans tout ce qui a transformé la naissance du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y a à peu près rien qui a été une demande des femmes, une exigence. C'est une volonté des puissants, des gouvernements de réformer la naissance. Mais au contraire, les familles se sont plutôt opposées finalement au fur et à mesure des siècles, jusqu'à ce que finalement ça devienne des habitudes et qu'on se dise, OK, on va d'abord accoucher avec un médecin ou une personne qualifiée, une sage-femme, et on ne va plus accoucher avec une matrone, une accoucheuse traditionnelle. Et puis ça a été jusqu'à on ne va plus accoucher chez soi, on va à la maternité. Donc là, tes recherches, elles sont remontées jusqu'à quand? Enfin, jusqu'où tu as réussi à remonter et comment, à l'époque, se passait une grossesse, une naissance en postpartum? Alors, je me suis particulièrement intéressée de la période du 16e jusqu'à aujourd'hui pour comprendre vraiment comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation actuelle. Et après, je suis remontée jusqu'à l'Antiquité pour comprendre d'où viennent les traditions. Parce que il y a vraiment un peu deux mouvements. Comment sont nées ces traditions, d'où est-ce qu'elles viennent, et même là, un petit peu jusqu'à la préhistoire, mais bon, c'est vraiment des grandes données très globales, plus pour comprendre voilà, d'où viennent les différentes traditions, de quel peuple sont composées les populations européennes, et puis ensuite comprendre comment est-ce qu'on a abandonné un système traditionnel collectif porté par les femmes jusqu'à la médicalisation et l'industrialisation des naissances actuelles. Ah oui, et ton autre question, c'était comment ça se passait avant une grossesse et un accouchement, c'est ça? Tout à fait, et le postpartum? Ok, bon, c'est très très vaste comme question. Euh, mais et voilà, et là je vais donner un peu des grandes lignes, et bien sûr ça a quand même pu un peu varier avec les époques, c'est pas pareil. Il a couché quand même
je sais pas moi, 200 ans avant Jésus-Christ, au 5e siècle ou au 17e siècle. Bien sûr qu'il y a quand même des changements, mais globalement, ça se passait quand même dans les grandes lignes toujours un peu pareil. Hem, donc bah, déjà, il y a pas de surveillance médicale, donc tout ce qu'on a aujourd'hui, ça n'existait simplement pas, ça ne venait même pas à l'esprit des gens. La naissance, la grossesse, le postpartum, donc on ne peut enfin, sont pas des événements médicaux comme on le voit aujourd'hui, mais sont de l'ordre de quelque chose de normal, de la vie, en fait. De toute façon, il y a pas vraiment le choix. Hem, à ces époques-là, il y a pas réellement d'accès à la contraception, même si, à partir de l'époque moderne, les gens vont essayer quand même d'espacer les naissances. Mais ça, c'est pas une responsabilité, des femmes, c'est une responsabilité des hommes. Donc ça, voilà, ça concerne pas, a priori la personne enceinte. Hem, voilà, vu que la seule façon qu'on connaisse à ce moment-là, c'est bien sûr, le retrait. Donc c'est une histoire de d'hommes et de puissance, de comment dire? C'est lié à la virilité, en fait. Donc voilà, et donc la grossesse, elle se produit de façon assez fréquente, et on n'est jamais sûr d'avoir un bébé. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on va avoir un bébé, parce que pendant très longtemps, la mortalité est très importante. Hem Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu très tabou. On ne parle plus de la mort, mais à cette époque-là, la mort dans ces sociétés-là, elle est, beaucoup plus commune qu'aujourd'hui. Donc les femmes sont très régulièrement enceintes, elles donnent naissance très régulièrement, et du coup, c'est dirigé tout ça, les personnes qui sont les plus sachantes en ce domaine-là, bah, ce sont donc les matrones, qu'on peut aussi appeler des accoucheuses traditionnelles, donc qui étaient les personnes, qui se transmettaient les connaissances autour de la vie reproductive, hem et qui étaient présentes, lors des accouchements et qui accompagnaient les femmes. Donc elles avaient des connaissances empiriques, elles n'avaient pas été à l'école pour apprendre, ce qu'elles savaient apprendre. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous paraît très étrange aujourd'hui parce qu'il y a vraiment cette idée qu'on apprend à l'école. Mais juste comme ça, les bâtisseurs de cathédrales, n'allaient pas à l'école. Certains ne savaient même pas lire, écrire. Par contre, ils savaient tous très bien compter. Et pourtant, ils ont construit des bâtiments qui sont encore, debout aujourd'hui, 500 ans plus tard, et même plus encore pour certains. Ce les connaissances accumulées par l'humanité, pendant longtemps, elles se sont passées d'école. Les gens, et ben, se formaient, de génération en génération, principalement, du coup, des connaissances orales. Mais voilà, c'est pas parce qu'on va pas à l'école qu'on n'a pas des vraies connaissances. Donc c'était pareil pour la naissance avec bien sûr des situations fort diverses. Donc des gens qui avaient la chance d'avoir reçu de vraies connaissances et puis qui étaient aussi des personnes compétentes et douées pour ça et qui, allaient savoir utiliser aussi ce qu'elles observent et ce qu'elles apprennent, d'autant plus que c'était des carrières assez longues, hein. Une matrone, elle le devenait quand elle était ménopausée et qu'elle avait plus d'enfants à s'occuper et puis elle l'était jusqu'à ce qu'elle soit plus capable de le faire, donc jus presque jusqu'à la mort, en fait. Donc même si, pour certaines, il y avait une transmission qui se faisait, heu, plus jeunes, dès qu'elles étaient, mariées et capables, d'entendre, ces secrets. Parce que c'était des secrets de femmes, c'était pas quelque chose qui était confié à une jeune fille qui serait pas mariée, encore moins à un enfant pas pubère. Tout ce qui touche à la reproduction, il y avait quand même un gros tabou qui a perduré pendant très longtemps. Demandez à vos parents et à vos grands-parents si on leur a parlé de sexualité, demandez-leur même si on leur a annoncé que leur mère était enceinte. Ah, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec les femmes de ma famille, mais ma mère, par exemple, elle savait même pas, alors que pourtant c'est une des aînées. Derrière, il y a encore, 2 autres enfants. Elle se souvient même pas d'avoir vu sa mère enceinte, alors que forcément si. Mais, ça lui était pas annoncé, on leur expliquait rien et du coup, ben, les gens, voyaient pas forcément, en fait, surtout si les enfants étaient jeunes, quoi. Mais, allez, je me perds un peu dans dans mes explications, faudra pas hésiter à me remettre sur les rails. Mais voilà, enfin, je fais un peu des digressions. Mais voilà, en tout cas, c'était quelque chose de secret. C'était
des choses qui se transmettaient uniquement entre femmes, qui se confiaient pas non plus à des hommes, et qui étaient le fruit, bah, du coup, d'une très ancienne transmission. Et puis après, il y avait aussi le cas de personnes, genre, bah, pour X ou Y raison, la femme était isolée, il y avait personne d'autre, et puis bah, c'était, tiens, toi, la voisine, tu as déjà eu 3 enfants, ça s'est bien passé. Allez, go, ça va être toi qui va m'aider pour la naissance. Donc, voilà, il y avait différentes situations. Mais il y avait quand même, voilà, cette idée d'une transmission traditionnelle avec une personne qui incarne ce savoir et ce statut social de la matrone. Et la personne n'était pas rémunérée pour ça. C'était quelque chose qui était, euh, qui était vu comme normal, comme un, un cadeau à la communauté. Enfin, pas exactement un cadeau, parce que c'était pas non plus totalement gratuit, mais c'était le système d'organisation sociale. Alors, tu as dit plein de choses. N'hésite pas, les digressions. Moi, j'aime beaucoup quand les personnes partent dans leurs idées et puissent aller au bout de leurs pensées. Il y avait, oui, quand tu parlais, moi, j'associe ça avec le système qu'on a aujourd'hui d'apprentissage, où on suit quelqu'un qui est déjà, je sais pas, par exemple, plombier, plombière. Et c'est comme ça, alors certes, il y a aussi l'école, mais c'est comme ça qu'on apprend notre métier. Et je sais qu'avant que la création de l'école de médecine, je crois que c'était au XIIIe siècle, c'était la même chose. On suivait une médecine ou un médecin, et c'est comme ça qu'on faisait notre apprentissage et que la transmission était mise en place. Et et donc voilà, pour moi, ça fait totalement sens d'autant qu'en plus, nous, on fait l'instruction en famille, donc ça me parle beaucoup, les apprentissages humains, on va dire. Et il y avait quoi d'autre? Ah oui, pour espacer les naissances, parce que je me souviens que là, on remonte à Homo sapiens, que les, l'allaitement était non écourté, ils portaient beaucoup leur bébé, donc généralement il y avait l'allaitement permettait, bon, les et bien moins. Ma chérie, il y a des lunettes. Oui, j'ai des lunettes, t'as vu? Oui, donc à l'époque de Sapiens, il y avait pas énormément de naissances. Je crois que c'était dans le documentaire Lady Sapiens où au final les, les femmes avaient maximum 4 grossesses parce que leur vie était beaucoup plus courte aussi. Mais les enfants, elles en avaient tous les 4 à 6 ans. Elles n'étaient pas hyper régulières. Et que c'est à partir du moment où on a commencé à se sédentariser, où on ne portait plus nos enfants, ils n'étaient pas H24 avec nous, qu'on a essayé qu'ils n'étaient plus avec nous, qu'on a comment ça s'appelle, que l'allaitement s'arrêtait plus tôt, que ça engendrait au final que les naissances soient bien plus rapprochées, bien plus fatigantes, et voilà. Oui, il y a différentes théories qui cherchent à expliquer pourquoi, par exemple, en comparaison de nos cousins primates qui ont des bébés de façon, voilà, tous les 4, 5, 6 ans, chez l'être humain, on observe de façon plus récente qu'il y ait plus de naissances. Il y a effectivement cette idée que ce serait lié à notre mode de vie, que tant qu'on était nomade, que les gens vivaient aussi dans des conditions qui étaient quand même assez rudes, les gens avaient globalement des corps de grands sportifs, donc très musclés. Les ovulations étaient moins fréquentes, surtout avec un allaitement non écourté. Euh, mais par exemple, on voit qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des allaitements non écourtés et qui récupèrent un cycle menstruel de façon assez rapide, c'est assez variable, mais ça serait lié au fait que le fait d'avoir beaucoup de muscles et d'avoir une alimentation pas très calorique fait que on peut ne plus avoir ses règles, par exemple, même si on n'est pas du tout enceinte, même si on n'allait pas. Donc ça peut expliquer ça. Après, il y a une autre théorie, c'est pour ça que tout ce qui touche à l'humanité qui est très ancienne comme ça, je prends ça toujours avec. C'est des théories qui sont très intéressantes. Je dis pas que c'est faux, hein,
Mais voilà, il y a différentes théories à chaque fois, en fait. Donc du coup, c'est à voir dans le global. Mais il y en a une autre qui dit que, par exemple, la présence des grands-mères fait qu'il y avait donc voilà, parce que l'autre spécificité de l'être humain, c'est d'avoir un cycle menstruel et donc une fertilité, en tout cas chez les personnes qui ont des utérus, qui s'arrêtent rapidement, alors que la plupart des autres mammifères sont fertiles jusqu'à leur mort, et de se demander pourquoi. Donc du coup, il y a l'idée donc de ces grands-mères qui aidaient leurs filles et qui du coup, par exemple, permettaient à ce qu'il y ait un allaitement moins long parce qu'elles allaient donner à manger au bébé, enfin au grand bébé, par exemple, à partir de 2 ans, elles allaient plus s'occuper d'eux et ce qui permettait à leurs filles d'avoir des grossesses plus rapprochées et une fertilité plus grande. Et du coup, avec cette idée que les grands-mères, elles vont soutenir la propagation de leurs gènes sur plusieurs générations et non pas sur une seule génération. Et c'est aussi ça la particularité de l'être humain, c'est d'avoir une parentalité groupée euh, et ce qui en fait sa force. Parce que franchement, c'était vraiment pas gagné qu'on soit 7 milliards un jour, vu comment est-ce que, enfin, on était faible. Euh, et que pendant très longtemps, l'espèce humaine, c'était très très peu de gens sur la planète, quoi. Donc, euh, donc, il y a bien eu des systèmes sociaux qui ont favorisé la fertilité. Moi, j'imagine que c'est certainement un condensé de tout ça qui peut, qui peut expliquer cette fertilité plus grande et le fait que on arrive aussi à dépasser, comment dire, nos, nos conditionnements physiologiques et aller plus loin que ce que peut-être la nature avait prévu de base. Mais justement, oui, on est des êtres éminemment sociaux et c'est ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui dans nos sociétés, dans notre société, en tout cas française. Voilà, c'est excessivement rare d'avoir ce village autour de soi, que ce soit pendant la grossesse, pendant la naissance. On est généralement, ce qui est habituel, c'est on va en maternité et en postpartum, on est excessivement seul. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été mis en place justement pour la survie de l'espèce humaine? euh, donc on en a parlé pour la naissance et pour tout ce qui était postpartum immédiat. Oui, et ben voilà, c'est cette impression de solitude qu'on a, qui serait comme une espèce de fatalité de notre société occidentale moderne. Mais voilà, c'est quelque chose de vraiment récent. En tout cas, moi, je sais que dans ma famille, on m'a toujours parlé de ce soutien postpartum familial. Voilà, parce qu'il se trouve que ma grand-mère, elle était issue de son Andalousie profonde en Espagne et que du coup, dans ma famille, c'est une des dernières personnes à avoir vécu la vie traditionnelle de la très grande majorité des gens avant. Elle était donc paysanne. Euh, et pour donc, ses premiers accouchements, avant qu'elle vienne en France, elle était donc entourée par sa famille. Elle vivait dans un petit village. Il y avait donc autour d'elle ses proches, ses amis, ses sœurs. Et à chaque fois qu'elle a accouché, donc soit chez elle, puis soit à la maternité pour ma mère. Ensuite, quand elle est rentrée chez elle, eh ben, les gens se sont occupés d'elle. Et donc, cette idée-là, ma mère me l'a toujours répétée. Enfin, et vraiment, j'en ai un souvenir assez vif euh, qu'enfant, on ait cette conversation-là, où elle m'explique que quand on vient d'avoir un bébé, on n'est pas toute seule, qu'on a sa mère, sa sœur, sa tante, enfin quelqu'un qui vient nous aider. Donc moi, c'était ça ma représentation du postpartum. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai eu la chance de vivre pour la naissance de mon fils. Et ça me semblait la plus grande banalité du monde. Et c'est en devenant doula, la première fois que quelqu'un m'a dit ah oui, mais moi, je veux me spécialiser dans le postpartum, je l'ai regardé, j'ai bugué, j'ai dit pourquoi? Et elle m'a dit ah bah, parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont vachement seules en postpartum. Et j'ai dit ah bon? Et moi, dans ma tête, je me suis dit bon, ça doit quand même être de l'ordre de l'exceptionnel, des gens qui n'ont pas de famille ou des familles dysfonctionnelles. Voilà, mais ça reste quelque chose de la marge, quoi. Bon, bah, bien sûr, non, je me trompais, j'étais extrêmement naïve. Donc voilà. Et cette famille nucléaire avec un papa, une maman, deux enfants, un chien, c'est très très récent dans l'histoire de l'humanité. Avant, c'était pas du tout comme ça.
Et j'ai l'impression aussi, et ça je l'entends moins, que j'ai un, comment dire, j'ai un peu l'impression que les jeunes générations se disent oui, genre nous on n'est pas accompagnés, genre c'est pas cool quoi. Mais j'entends aussi parfois des gens qui rejettent un peu le village aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça va dans les deux sens. Si on veut avoir un village autour de soi, il faut accepter l'intrusion, entre guillemets, d'autres personnes. Et j'ai l'impression aussi qu'on a une vision très idéalisée de ce qui se passe à l'étranger, comme si ça serait toujours merveilleux d'être entouré de ses proches quand on vient d'avoir un bébé. C'est vrai que c'est génial, mais tout le monde ne kiffe pas non plus. Enfin, il y a aussi des familles dysfonctionnelles, des belles-mères chiantes. C'est pas du tout un scoop. Et que je pense qu'il y a aussi des générations qui ont aussi voulu couper avec ça parce que peut-être qu'ils avaient envie d'être un petit peu plus tranquilles. Enfin, voilà, et que, comment dire, je sens cette ambivalence en fait entre on veut être aidé, mais en même temps on veut pas, on veut aucune intrusion. Par exemple, on veut que personne vienne nous visiter à la maternité, des choses comme ça. Donc je dis pas que c'est génial et que ça doit être fait d'avoir une horde de personnes qui arrivent dans sa chambre de maternité. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'est que c'est toujours un peu un échange et qu'il faut trouver un équilibre et que c'est pas forcément simple. Euh, à la fois pour les jeunes parents, mais aussi pour les grands-parents. Parce que ce que j'entends aujourd'hui beaucoup, et c'est devenu comme ça dans nos sociétés modernes, c'est que tout ce qui touche à la maternité, à l'accouchement, au postpartum, c'est devenu un truc d'expert, de professionnel. Il faut forcément avoir un bac+5 en sciences de l'éducation pour pouvoir dire à quelqu'un comment on fait un biberon, comment on fait un roux. Bon, je fais ça avec beaucoup de guillemets parce que, enfin, bref, j'ai un bac+5 en sciences de l'éducation, mais c'est pas du tout pour ça que je pense que je sais donner un biberon, faire un roux, quoi. Absolument pas. Alors, je n'ai pas appris ça dans mes études, personne, enfin, c'est rare de l'apprendre. C'est aussi par l'expérience d'être devenue maman, de m'être occupée pendant très longtemps. Avant d'être maman, j'ai été nounou, j'ai été babysitter, et c'est aussi par cette expérience très quotidienne que j'ai pu apprendre tout ça. Et que du coup, aujourd'hui, quand les jeunes parents deviennent parents, ils se tournent vers des experts. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, parce qu'il y a aussi des choses très intéressantes dans les sciences de l'éducation, mais que c'est comme si finalement leurs parents, leurs proches n'étaient pas suffisamment experts pour leur transmettre leur expérience. Et alors que j'ai des doutes. Voilà. Je pense que nos parents et nos grands-parents ont aussi des choses à nous apprendre sur la parentalité. Et que certainement qu'il faut le prendre avec parfois distance, parce que bien sûr, les choses ont changé, on peut ne pas être d'accord et tout, mais que quand même, enfin, l'expérience des anciens, des anciennes n'est pas voilà, à jeter dans les toilettes et qu'il y a quand même des choses à y apprendre. Et je peux comprendre aussi que pour certains grands-parents, ou grand-mère, ça puisse être un peu choquant que finalement son expérience de vie, elle ait aucune valeur auprès de ses enfants. Il y a parfois comme voilà un espèce d'écart générationnel. Je sais pas si ce que je raconte est très clair, mais Bah, moi, ça me parle tout à fait, vu que c'est exactement la situation que je vis, où effectivement, avec l'arrivée de mon aîné, bon, après, pour le coup, je suis pas tombée en amour de mon bébé, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps pour mon aîné. Et donc, je voulais absolument, vu que, à mon sens, j'avais merdé sur ce niveau-là, je voulais absolument pas merder sur autre chose, donc je me suis auto-formée plus dans tout ce qui est accompagnement respectueux de l'enfant, donc tout ce qui est sortir des violences éducatives ordinaires, tout ça. Et, et en fait, les messages, ils n'arrivaient pas à passer avec les autres membres de ma famille. Et très vite, en fait, il y avait cette sensation de... bon, après aussi, c'est... Voilà, il y a aussi un souci de... toi, t'as pas de travail, t'as pas de machin, donc tu gagnes pas ta vie, donc t'es pas légitime. Mais l'échange n'était pas possible. Moi, vu que je voulais rejeter tout ce qui était violence éducative ordinaire, je n'arrivais pas à accueillir ce qu'il y avait d'autre.
Et eux, vu que c'était totalement différent de ce que j'avais, que je leur parlais chinois, de ce qu'ils et elles avaient fait, je leur parlais chinois, et donc il n'y avait pas non plus d'écoute faisable de leur côté. Donc ça me parle totalement ce que tu racontes. Ouais, je comprends. Et je trouve, en fait, c'est aussi d'autant plus douloureux que, comment dire, nos parents et nos grands-parents, ils ont, nous, on appelle ça aujourd'hui des violences éducatives ordinaires, mais eux, c'est ce que des experts leur avaient dit de faire. C'est pas eux qui avaient inventé ça, c'était pas comme ça dans le système traditionnel. C'est des gens qui ont fait de la périculture et qui ont dit, maintenant, les bébés vont téter toutes les 3 heures. Ah bon, mais pourquoi, mais comment? Mais la science l'a décidé. Donc, c'est, eux aussi, ils ont confié l'éducation de leurs enfants à des experts. Aujourd'hui, les experts disent d'autres choses. Je dis pas qu'ils se trompent forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que, ben, comment dire, euh, les choses peuvent changer et il peut y avoir des inversions de valeurs en fonction de génération. Rien ne nous dit que dans 2 ou 3 générations, on ne sera pas à nouveau dans un discours de dire qu'il faut moins materner les enfants, que c'est meilleur pour leur santé. On ne sait pas ce qui peut se passer, quoi. Donc voilà, je pense que c'est aussi toujours le truc de confier la responsabilité à d'autres personnes de ce qu'on doit faire pour l'éducation de ses enfants. Donc, ça doit aussi être en fonction des valeurs de chacun. Mais voilà, enfin, en tout cas, moi, je sais que dans ma famille, au contraire, ça n'a choqué personne que, par exemple, je décide de cododoter avec mes enfants, que j'explique que j'ai envie d'allaiter jusqu'au sevrage naturel. Ce ne s'est pas fait dans mon cas, mais c'était mon envie de départ. Ma sœur, elle a allaité longtemps ses enfants. Et ma mère, c'est pas ce qu'elle avait fait pour nous, parce que justement, elle avait plus suivi la tendance à la française, mais c'est comme ça qu'elle avait été élevée. Ma grand-mère, elle dormait avec ses enfants, elle les a allaités tout jusqu'à 2 ans, jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui arrive, en fait, et que c'était comme ça, en fait, que ça se passait de façon traditionnelle. Donc, il n'y a pas très longtemps, parce que ma mère, elle a 65 ans, hein, pas 90. Donc, donc voilà. Donc, quand je dis ça à ma mère, elle a dit, ah, d'accord, ok. C'est vrai que c'est pas comme moi j'ai fait, mais c'est comme mamie, elle faisait. Donc, ça lui a semblé normal, logique, d'autant plus quand on a expliqué avec des arguments un petit peu plus, comment dire, intellectuels. Euh, voilà. Et donc, du coup, ça n'a jamais fait de vague dans ma famille. Mais effectivement, en France, en tout cas pour les familles franco-françaises, c'était pas comme ça. Et je comprends que ça crée aujourd'hui des tensions dans les familles. C'est pas du tout évident et facile. De toute façon, tout ce qui touche à la famille, c'est jamais facile. Alors bon, t'as déjà fait quelques podcasts et j'ai un plaisir sans nom à les réécouter régulièrement. Je voulais t'interviewer. Je sais à un moment donné que tu as parlé d'un pochon qui était transmise au moment des naissances. Et ça me donne envie en fait de rebondir sur le fait que, effectivement, traditionnellement, la naissance, le postpartum, c'était pas quelque chose de médical, mais c'était un rite de passage qui avait vraiment des, oui, des petites choses, on va dire, plus spirituelles qui étaient mises en place pour accompagner à la confiance, pour accompagner au final à créer de l'ocytocine. Est-ce que je sais pas, c'était quoi tu disais que tu as beaucoup exploré le XVIe siècle. Qu'est-ce qui a été fait, transmise à cette personne qui allait enfanter pendant la naissance? Et après, peut-être, on en reparlera, mais quels soins on lui faisait en post-naissance? Oui, alors c'est vrai qu'il existait plein de rites et de rituels qui ont perduré pendant très longtemps. C'est vraiment pas, ça s'arrête vraiment pas au XVIe siècle. Donc, par exemple, effectivement, les sachets accoucheurs, on va les retrouver jusqu'au XXe siècle. Mais il y en avait plein d'autres, en fait, des petits objets sacrés qui étaient confiés donc à la femme pendant qu'elle était enceinte pour protéger sa grossesse. Il y en avait d'autres aussi pour appeler la fertilité. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de rituels de fertilité. Ils sont vraiment super intéressants, parfois mignons, parfois drôles. Mais par exemple, un que je préfère, qui me fait vraiment marrer,
c'est que, il y a différents saints, Gréluchon, Greluchon, parfois ils portent différents noms. On le retrouve dans le Berry, mais aussi, en Auvergne, voilà, mais il y en a aussi en Bretagne. Ils vont porter de différents noms, mais à chaque fois, c'est le même principe. Donc ce sont des saints ityphaliques, donc ça veut dire, qu'ils sont représentés avec un pénis en érection, qui est bien sûr, heu, a des origines beaucoup plus anciennes qui remontent à l'Antiquité parce qu'il y avait des cultes, des phallus et il y avait aussi, des cultes, autour de la vulve, voilà, des pouvoirs sacrés, de la génération et de nos sexes, en fait. Hem et donc ça vient de là et que du coup, bah, les femmes, quand elles, souhaitaient tomber enceintes, elles allaient, se mettre en contact avec, ce phallus, sacré, sur les statues des saints et elles allaient par exemple, voilà, gratter les phallus ou alors, le mettre en contact avec du vin, pour ensuite, le boire et qu'il y ait voilà une espèce de transmission magique par le toucher en fait, du pouvoir fécondant du sein. Donc je trouve que ça c'est vraiment très cocasse. Mais il y en a d'autres. En fait, à chaque fois, l'idée, c'était de se mettre en contact avec, les forces de la nature, et même si les gens avaient, parfaitement connaissance de enfin parfaitement, qu'en tout cas, ils savaient bien que, la reproduction passait par la sexualité, c'est comme si finalement elle était pas tout à fait suffisante et qu'il fallait se mettre, en contact avec les forces de la nature, voilà, de façon spirituelle pour, heu, pour être enceinte, en fait. Donc il y avait ce système-là pour la fertilité, pour la grossesse. Donc il y avait différents objets. Il y avait des ceintures également, des ceintures sacrées que les femmes pouvaient porter. Il y avait aussi beaucoup de prières, on pouvait faire, dire des messes. Il y avait des pierres sacrées aussi, notamment la jade, qui était portée lors des naissances. Voilà, toutes ces choses-là qui accompagnaient les femmes et puis, le jour de la naissance, il y avait aussi tout un rituel et en fait, la matrone, elle était, surtout aussi, connaisseuse de ces différents rituels et c'était elle, finalement, l'organisatrice de cette grande cérémonie qu'est la naissance et c'est parce qu'elle savait bien tout ça que, qu'il allait y avoir une bonne protection spirituelle autour de la mère et de l'enfant et que tout allait bien se passer. Vu que de toute façon, il y avait pas du tout les connaissances qu'on a aujourd'hui pour comprendre, ce qui peut faire bugger un accouchement, quoi. Les gens ne le savaient pas. Donc on se confiait dans les forces supérieures, de la vie pour que les choses se passent bien et de la même façon dans le postpartum, tout ça, ça nous paraît très éloigné, mais c'est des croyances qui ont perduré depuis le début de l'humanité jusqu'à très récemment où, voilà, heu, la période du postpartum, c'est aussi une période de fragilité, où, la mère et l'enfant sont encore dans ce portail entre la vie et la mort et où du coup, il faut amener tout un tas de protections. Donc c'est pour ça qu'on demandait aux femmes de rester dans la maison et de surtout ne pas en sortir tant qu'elles n'avaient pas fait leur cérémonie des relevailles. Parce qu'elles étaient du coup perméables à toutes ces forces invisibles qui auraient pu, du coup les détruire, les rendre folles, ce qu'on appelle, aujourd'hui, je sais pas, dépression postpartum ou même, hem, je crois qu'il y a même j'ai oublié le nom exact, mais, il peut y avoir, une forme de phobie, même si je l'exprime pas très bien, mais, hem, voilà, enfin, ça peut aller vraiment les dépressions peuvent être très graves en postpartum. À cette époque-là, on n'aurait pas dit: «Bah, c'était une dépression postpartum», on aurait dit, une force, démoniaque, quelque chose de mal en tout cas, est rentré dans la mère et c'est certainement parce qu'on n'a pas bien observé, tous ces rituels de protection, on n'a pas fait tous les soins qu'on aurait dû faire. Et du coup, ça consistait à ce que, la personne qui venait d'accoucher reste bien dans son lit, qu'on s'occupe d'elle, qu'on lui apporte, une nourriture, adaptée, qui soit, nutritive et réchauffante, que, il y ait les bonnes prières, voilà. C'était tout ça et puis, aussi, du coup, tous ces soins parce qu'on prenait soin d'elle, avec des massages, avec des bandages du ventre et du bassin. Tout ça, ça faisait en sorte de protéger la mère et l'enfant et d'un point de vue, plus, rationnel qui nous parle aujourd'hui, ça permettait effectivement de préserver la santé, de faire que la femme elle ait du lait. Parce qu'il y a aussi ça, cette grande question de qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant toute cette époque-là, de pourquoi est-ce qu'aussi on a perdu ces traditions? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de veiller
sur les femmes qui venaient d'accoucher, c'est que aussi, l'allaitement, il a beaucoup diminué et que si on veut mettre en place un allaitement, il faut quand même un peu s'accrocher, quoi. Ça vient pas de façon si facile et j'entends beaucoup que les gens, avant, ils avaient des représentations de l'allaitement. Certes, c'est vrai. Peut-être que du coup, c'était un tout petit peu plus facile, mais des histoires d'allaitement qui commencent pas bien, de femmes qui n'arrivent pas à allaiter et tout. Et j'en ai quand même rencontré beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de rituels autour de l'allaitement, il y a beaucoup de saints, de saintes qui protègent l'allaitement. Donc, c'était quand même aussi quelque chose de, à mon avis, très anxiogène. Parce que si on n'arrivait pas à allaiter son bébé, ça voulait dire qu'il allait certainement mourir, quoi. Même si il y avait déjà l'utilisation de laits animaux pour s'occuper des bébés, les gens, ils n'avaient pas les systèmes de conservation qu'on a. Pendant longtemps, ils ne connaissaient pas la pasteurisation. Et puis même les conditions d'hygiène, c'était pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et dans le lait, il peut y avoir des bactéries toxiques, voire même mortelles pour les petits bébés, qui aujourd'hui, elles ont très très grandement disparu parce que il y a une très bonne condition d'hygiène dans la production laitière, qui fait que, je sais pas, par exemple, la tuberculose bovine, elle a disparu alors que ça tuait des gens, même adultes, jusqu'à il y a pas très longtemps. Mais voilà. Donc, et puis les gens faisaient n'importe quoi, hein. Ils étaient très dégoûtants. Enfin, comment dire, s'il y a un truc vraiment que, quand je lis les témoignages, hein, j'ai lu beaucoup de biographies de sages-femmes du début du XXe siècle, donc à des époques qui sont quand même intéressantes. Euh, quand elles parlent des conditions d'hygiène dans lesquelles vivaient les gens, je crois qu'on se représente pas du tout les choses. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est cool. Enfin, je veux dire, c'est cool les WC, c'est cool la salle de bain. Genre, ça a quand même changé nos vies de ce point de vue-là. Euh, parce que il y avait des conditions de vétusté, enfin, et d'insalubrité qui étaient vraiment très courantes, hein. Après, ça faisait des gens forts, hein, dans le sens où de toute façon, il y avait un tri qui s'effectuait. Il y avait quand même beaucoup d'enfants qui mouraient à cause de ces mauvaises conditions d'hygiène. Mais quand tu survivais, ton système immunitaire, il était au top du top, quoi. Mais voilà, c'est cool qu'on n'en soit plus là et qu'on ait des meilleures conditions d'hygiène voilà, et que du coup la santé humaine s'est très très grandement améliorée. Ce que j'aime bien, c'est que bien qu'il y ait des idées de elle va devenir folle ou bon là on sait qu'au final il y a quand même une logique à prendre soin en postpartum. J'avais lu dans un livre de Marie-France Morel que il fallait pas que la jeune accouchée mette le pied au sol parce que sinon elle risquait de répandre son sang avant effectivement la cérémonie des relevailles. Et je faisais vraiment le parallèle. Donc, en fait, elle a besoin de prendre soin d'elle. On y a mis quelque chose de c'est mal si tu te lèves. Donc, encore une injonction. Mais derrière ça, c'était un rituel de protection et de, de prendre soin de l'humanité. Voilà. Ça, c'est les meilleurs. C'est ce qui permettrait de rendre les conditions de vie plus supportables parce que au bout de 40 jours, c'est bien que les personnes qui viennent d'enfanter puissent rester alitées une période importante avant de retourner dans la vie active, lécher, à faire tout ça. Donc il y a vraiment ce parallèle-là entre injonction avec des idées de comment dire. Oui, c'est des obligations morales et spirituelles. Et de toute façon, la tradition, c'est toujours un peu comme ça. C'est comme si c'est comme ça. Et puis, si tu le fais pas, c'est pas bien. Et je pense que c'est aussi cool justement, de dépasser ces trucs traditionnels. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je crois que euh, le regard qu'on porte sur les traditions d'autres pays aujourd'hui, elles sont très édulcorées et qu'on imagine que, je sais pas, le mois d'or chinois, c'est trop bien, quoi, et qu'elles ont trop de chance, les femmes qui vivent ça là-bas. Et je dis pas que ce soutien traditionnel et familial n'est pas important, essentiel, mais ces personnes-là vivent ces mêmes injonctions de l'obligation, du don et du contre-don. On ne fait rien pour rien. C'est pour ça que je disais que c'était pas un cadeau gratuit ce qu'elle faisait la matrone. C'est toujours je te fais quelque chose et en échange, tu me feras quelque chose. Et c'est comme ça que les sociétés d'avant, elles fonctionnaient. Et nous, aujourd'hui, dans une société individualiste,
Ben, l'avantage, c'est que comment dire, on s'est débarrassé de ces obligations sociales, euh, et ça nous a offert plus de liberté, mais ça nous a offert aussi plus de solitude. C'est toujours, on n'a rien sans rien. Et c'est toujours les deux revers d'une même médaille. Donc, après, je crois que peut-être un milieu pourrait être trouvé entre euh, de la solidarité, parce que c'est quand même important, la solidarité dans la vie, dans sa famille, tout ça, et sans forcément que ce soit lié non plus à des obligations euh, qui attachent les gens sur toute une vie, quoi. Parce que par exemple, pour le cas de la Chine, c'est la belle-mère qui va venir s'occuper de sa belle-fille au moment de son postpartum, mais en échange, sa belle-fille devra veiller sur elle sur sa fin de vie. Donc, voilà, il y a aussi aujourd'hui des jeunes générations qui n'ont plus envie d'être dans ces obligations-là. D'autant plus que la belle-mère n'est pas toujours hyper tendre avec sa belle-fille. Mais c'était exactement la même chose chez nous. Il faut pas se voiler la face, quoi. Donc, et voilà. Enfin bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que je dis pas que l'âge est la solution comme ça, bam. Je pense que c'est une réflexion à avoir aussi avec ses proches. Mais c'est sûr que euh, si on souhaite que son entourage soit présent pour son postpartum, il va falloir d'une façon ou d'une autre rendre l'appareil et être aussi soit présente pour d'autres moments de vie, euh, ce qui semble assez logique, quoi. Donc voilà. Mais tu parlais d'autre chose. Oui, par rapport à la protection, donc il y avait cette obligation morale et spirituelle qui était un peu lourde, c'est vrai, hein, effectivement, il y avait plein d'interdits qui, si tu les respectais pas, te menaient à une mort atroce et à une malédiction sur soi et ses proches. Donc c'était pas chouette. Néanmoins, les gens savaient quand même déjà un peu les contourner, hein. Ils n'étaient pas non plus voilà, si malléables. Enfin, mais je pense qu'en même temps, le fait qu'il y ait cette obligation morale et spirituelle faisait que c'était respecté. Et que c'était pas juste la femme qui disait oui, bon, moi, j'aimerais bien qu'on prenne soin de moi. Non, non, c'était genre, on va prendre soin d'elle parce qu'en fait, sinon, elle va mourir et qu'elle va amener la malédiction à tout le monde. Donc, on va se bouger et on va s'occuper d'elle. Mais par exemple, il y avait des femmes, pour respecter cette obligation d'être dans leur maison, mais qu'elles n'avaient pas envie d'être chez elles ou qu'elles ne pouvaient pas être chez elles, parce qu'il y avait quand même des cas où c'était compliqué, à mon avis. Elles pouvaient mettre une brique de leur toit sur la tête et puis sortir avec la brique sur le toit, genre les invisibles, les morts, les démons n'allaient pas se rendre compte que c'était du fake. Donc, c'est pour ça que je dis que les gens trouvaient déjà des subterfuges pour passer outre ces obligations morales et spirituelles, s'ils en avaient besoin. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? Parce que bon, tu proposes régulièrement un peu partout en France des transmissions justement autour de l'histoire des naissances et du postpartum dans nos traditions européennes. Est-ce qu'il y a, je sais pas, tu as envie de partager quelque chose à ce sujet? Je vais essayer d'ailleurs de faire en sorte que tu puisses venir dans notre belle région toulousaine. Oui, ça serait super. Est-ce que je voudrais ajouter autre chose? Mais que voilà, un peu ce qu'on disait, que j'ai l'impression qu'on est dans cette génération de l'entre-deux où finalement il y a eu pendant très très longtemps ces obligations traditionnelles qui sur certains aspects étaient assez lourdes et que la société s'est transformée, que les croyances ont évolué, voilà. Et que bah, du coup on a testé l'isolement, on s'est dit ok en fait ça marche pas très bien. Et que là, on est dans cet entre-deux de ces nouvelles générations qui se disent, bon, mais comment on fait en fait si on ne peut plus, on ne veut plus non plus être dans ces obligations traditionnelles qui avaient des bons aspects, mais des aspects moins bons. Euh, Quel tri on fait en fait? Qu'est-ce qu'on peut, de quoi on peut s'inspirer là-dedans? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont hyper chouettes. Voilà, moi par exemple, j'ai eu la chance à la fin de mon postpartum de vivre un cercle de relevailles avec toute une cérémonie où mes amis sont venus, ces personnes qui m'avaient accompagnée pendant tout mon postpartum qui étaient venues. Euh,
régulièrement m'amener à manger, prendre soin de moi, tout ça. On s'est réunis, on a fait un événement festif, on a fait un petit rituel pour remercier les fées de la naissance. J'ai reçu un soin, j'ai pu déposer ce que j'avais à déposer parce que le postpartum, c'est souvent hyper intense. En tout cas, moi, à chaque fois, ça l'a été. Ça m'a beaucoup remué, donc j'ai eu besoin d'en parler, j'ai beaucoup pleuré. Enfin, voilà. Euh, et ça fait des moments hyper reliants, hyper doux, hyper profonds qui te mettent en connexion avec les autres personnes. Donc ça, c'est génial. Et ça, je pense que c'est vraiment à garder et à transmettre. Et en même temps, eh ben, on est quand même dans le monde moderne, quoi. Et je pense que, par exemple, les doulas, c'est une des solutions pour obtenir plus de soutien. Mais je crois aussi que c'est pas suffisant, à moins vraiment d'avoir un budget de dingue pour qu'il y ait une doula qui vienne tous les jours pendant 40 jours. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent s'offrir ça. De toute façon, il faut que les proches et l'entourage se mobilisent et il faut que et je pense qu'il faut bien sûr qu'il y ait aussi une réflexion au niveau gouvernemental. Enfin voilà, je crois qu'il y a plein de pistes différentes, mais qu'elles ne s'excluent pas forcément les unes les autres parce que j'ai un peu l'impression que c'est toujours ça qu'on nous dit. Ah oui, mais s'il y a ça, ça pourrait venir ça. Ben, en fait, non, moi je crois pas. Il pourrait y avoir des doulas, il pourrait y avoir aussi des personnes, des travailleuses sociales ou des travailleurs sociaux qui se déplacent auprès des mères. Et je pense que la famille, elle, elle peut aussi être présente et faire preuve de solidarité et que par exemple, ben, oui, poser des jours pour aller aider une amie, une sœur, une fille qui vient d'accoucher, ça devrait être la normalité. Amener des plats, ça devrait être la normalité. Ne pas se dire qu'on va venir poser les pieds sous la table. Et j'avoue que j'ai la chance de vivre dans une famille où justement cet esprit-là de solidarité et ces traditions du soin, finalement, elles se sont conservées d'une certaine façon. Je me souviens très bien, par exemple, que voilà, mon fils devait avoir 10 jours, un truc comme ça. Moi, j'avais une césarienne, donc de toute façon, il n'était pas question que je fasse quoi que ce soit. Et ma famille est venue pour un goûter, ils ont tout amené. Vraiment, je n'ai rien fait. J'étais allongée dans mon canapé. Chacun a amené le café, les petits gâteaux, les gâteaux, les cadeaux. Tout le monde a tout installé. On a passé un super bon moment. Et puis après, ils ont dit, bon, bah, on va y aller. C'était trop chouette. Ils ont débarrassé, fait la vaisselle, rangé la maison. Bam, ils sont partis. Voilà, ils étaient venus à 7, ils sont repartis à 7. Et moi, j'ai juste kiffé. Donc, c'est pas inconcevable, c'est pas incroyable. Je crois que c'est une culture du care qui peut se réapprendre, en fait. Et voilà. Et donc, on peut s'inspirer de ce qui se faisait avant pour construire le futur. Donc, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Je souhaite vraiment que, effectivement, les doulas, il y a, tu sais, il y a des petits cahiers de préparation au postpartum qui existent et la mise en place, effectivement, de visites ponctuelles. Voilà, parce que je viens d'une famille où bah, cette notion du care, c'était absolument pas présent. Voilà, moi, c'est je viens, je porte ton bébé et tu me sers à manger et à boire, quoi. Et donc, c'était vraiment de réapprendre, ben, en fait, non, il y a d'autres besoins qui sont présents et qui peuvent être soutenants pour qu'on s'apporte tous et toutes quelque chose. Et, que ce soit organiser son postpartum, voilà, les doulas qui peuvent soutenir ça. Mais comme tu disais, mettre le lien avec la famille parce que c'est. Et donc de comment dire, se réoffrir un village avec de plus ou moins grandes infinités. Au moins, on peut être soutenu pleinement dans son postpartum. Mm. Oui, bien sûr, moi, je crois vraiment que ça peut aussi être le rôle des doulas de recréer cette communauté de la naissance comme elle a existé, même si elle existera d'une nouvelle façon. Et que je pense qu'au travers, effectivement, de ces rituels, de ce mama blessing, on peut fédérer autour des personnes qu'on accompagne, et bien leurs proches, les responsabiliser, leur expliquer tout ça. Et les gens, en fait, une fois qu'on l'a expliqué, c'est assez clair pour eux. Enfin, je crois que les gens peuvent switcher de pensée et se dire, ah mais oui, c'est vrai que peut-être ça pourrait être un tout petit peu différemment et ce serait beaucoup plus doux pour, pour tout le monde, en fait. Parce que pour les proches aussi,
c'est chouette d'apporter ce care à ses proches. C'est une façon de leur dire je t'aime. Donc je crois, j'espère vraiment que c'est possible. Merci beaucoup. Et bien, merci à toi. Merci à toi aussi de nous avoir laissé ce temps à ta maman et à moi. Oui, c'est vrai qu'elle a été super cool. Super cool. Oui, t'es super cool. Mais je vous souhaite une douce après-midi. Encore merci, je te souhaite une très très belle Merci journée. à toi. Bonne journée. À bientôt. À bientôt, ciao ciao. Ciao, ciao. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment. Afin de répondre à cette question, qu'est-ce que ce récit a éveillé en vous ? Je serais très heureuse de lire vos ressentis en commentaire ou en message. Si vous en avez l'élan, vous pouvez venir soutenir le podcast en laissant une note ou un avis. Ça l'aide à rayonner et à toucher d'autres familles. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee, le lien se trouve en description. Merci pour votre précieuse écoute. Je vous envoie plein de chaud doudou et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vagues d'ocytocine.